Salut les curieux, aujourd'hui on se retrouve donc dans un numéro de Paléo & Co. Eh ouais, mais aujourd'hui, comme je vous avais promis la dernière fois, du dinosaure. Oui, du dinosaure, oui je sais. Dinosaure bien spécifique et très bien connu puisque nous allons parler des stégosaures. Et surtout de la famille, les stégosauridés, Stegosauria, avec Julien Barbier. Et donc c'est une version directeur cut d'une conférence qu'il a fait il y a quelques temps sur la page Facebook Faut s'il vous plaît. Et petite info, dans peu de temps, Julien et moi-même, nous allons nous retrouver à refaire de nouveaux épisodes sur Graines de Savoir. Trêve de bavardage, je vous laisse avec Julien Barbier pour un nouvel épisode de Graines de Savoir, spécialement sur les stégosaures. Bienvenue sur la conférence des Stegosauria. Stegosauria, c'est la famille du stégosaure et des autres animaux comme le Kentrosaurus et tous les animaux liés à ce groupe-là. Alors, on va parler des premières occurrences, les premières trouvailles de ces animaux-là. Alors, avant qu'on découvre le stégosaure, on avait déjà trouvé en 1874 des morceaux de Dacentrosaurus en Angleterre. Et c'est après, en 1877, en découvrant un spécimen complet par Monsieur Marsh, le fameux Marsh-Echo de la guerre des eaux, qu'on a déterminé le groupe des Stegosauria. Alors, pour les plus anciennes occurrences, donc les plus anciennes découvertes, on a par contre un fragment d'épine dorsale qui date de 182 millions d'années, donc c'est le début du Jurassique. Enfin, deux fragments du début du Jurassique. Mais en France, on a trouvé des traces de pas, qu'on appelle souvent Stegopodus, mais surtout Deltapodus. Des Deltapodus qui datent de 201 millions d'années. Donc là, c'est vraiment, c'est presque la limite Trias-Jurassique. Et en ce qui concerne par contre les dernières occurrences, donc on en a la toute fin du Crétacé, au Maastrichtien. On a quelques Stégosauriens indéterminés, donc des petits morceaux par-ci par-là, pas assez bien conservés pour déterminer un animal. Et puis on a des traces donc des Deltapodus, donc des traces de pas qu'on a trouvées en Inde sur ces animaux-là. Et on a trouvé aussi un stégosaurien au Maastrichtien en Inde, mais ça j'en parlerai plus tard. Alors j'ai essayé de faire une compilation et puis de trouver les temporalités des découvertes de ces animaux-là sur les échelles géologiques. Alors je me suis heurté à un problème, c'est que entre FossilWorks, Paleontology Database, certaines publications sur les stégosaures, j'ai pas trouvé les mêmes occurrences pour chaque animal. Ça a été très très dur. Et donc là, j'ai une sorte de moyenne de ce qui a été fait. Et c'est par exemple, vous voyez la longévité du genre Moncononosaurus, je suis pas très sûr que ce soit vraiment viable. Mais ce qu'on peut voir, c'est que on retrouve les stégosauridés, enfin les stégosauria, surtout à partir du milieu au Jurassique supérieur, pardon, jusqu'au Crétacé inférieur, mais que malgré ça, on retrouve, alors vous voyez, j'ai mis des petites traces de pas tout en haut et tout en bas, on retrouve quelques traces au tout début du Jurassique et puis à la toute fin du Crétacé. Donc il y a des grandes lignées fantômes chez ce groupe des stégosaures et ça pose un petit peu de problème pour la phylogénie, pour ces choses-là. Alors j'ai mis des couleurs aussi sur les traits, donc le rouge c'est l'Afrique, le vert c'est l'Europe, le bleu c'est l'Amérique et puis le jaune c'est l'Asie, et on se rend compte que
comment dire, ces animaux sont majoritairement asiatiques. Il y en a très peu en Amérique du Sud, hein. Les taxons que j'ai montrés, c'est plutôt des taxons d'Amérique du Nord. Et puis l'Asie, c'est pas forcément cohérent en termes de comment dire, en termes d'unité géographique, surtout à cette époque, parce que bon, il y avait certains stégosaurisés qui étaient en Inde, et donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la géographie actuelle, puisque l'Inde était une île géante à la période du Crétacé. Donc voilà, on a des gaps fossiles entre le Jurassique inférieur jusqu'au Jurassique supérieur, puis on a des gaps fossiles du début du Crétacé supérieur jusqu'à la fin du Crétacé supérieur. Alors, on va faire quelques généralités pour que vous vous rendiez compte de certaines choses. Concernant les Stegosauria, donc cette grande famille, on n'a pas de nid, on n'a pas trouvé de nid, on n'a pas trouvé d'œufs, et on n'a aucun petit connu. On a trouvé une trace de pain en Chine d'un petit. Vous allez voir, j'en reparlerai après. On a un seul juvénile subadulte connu chez les stégosaures. On ne peut pas faire de vraies suppositions sur le dimorphisme sexuel par manque d'échantillons, c'est-à-dire par manque de fossiles. Vous allez voir que il n'y a pas beaucoup de fossiles enfin, cette famille n'est pas représentée par beaucoup de fossiles, les Stegosauria. Et on suppose que c'est des animaux grégaires par rapport à leur morphologie, mais les seules preuves qu'on ait de cette vie en groupe, c'est grâce à Kentrosaurus, le fameux Stegosauria de Tendraguru, là où on trouve les grands Zarafa titans. Donc voilà, ça met déjà un peu, on va dire, dans l'ambiance. On voit que il y a un sacré manque de données de cette famille par rapport aux sauropodes ou même par rapport aux ankylosauridés, qui est le groupe le plus proche des Stegosauria. Alors pourquoi ces gaps, ces manques de fossiles de stégosaures et ce manque de genre et d'espèces à certaines périodes? Et pourquoi nous n'avons pas trouvé beaucoup de stégosaures? Alors il est très connu cet animal-là, mais Julien nous a bien démontré que il n'y a pas beaucoup de stégosaures, enfin compte dans le registre fossile. Oui, certes, on les retrouve du début du Jurassique jusqu'à la fin du Crétacé, mais il y a des périodes où on n'a quasiment rien. Par exemple, à la fin du Crétacé, avant les dernières formes, on n'a strictement rien. Alors pourquoi? Ça peut être aussi dû au gisement, mais surtout peut-être au lieu de vie, aux niches écologiques de notre cher stégosaure. Eh oui. Peut-être que l'endroit où il vivait ne favorisait pas la fossilisation. Si les stégosaures étaient plutôt inféodés aux sous-bois ou aux forêts très denses et ne s'aventuraient guère dans les deltas de fleuves ou près des zones maritimes, les zones propices à la fossilisation, il n'y en a pas beaucoup. Promenez-vous en forêt. Alors, il faut savoir qu'en forêt, il y a énormément d'animaux. Il y a des cervidés, des sangliers, des renards, des oiseaux. Il y a plein de mammifères ou autres animaux dans nos forêts. Mais malgré ça, quand vous vous promenez en forêt, le sol n'est pas jonché d'os d'animaux. Parce que je peux vous dire que dans nos forêts locales, il y a eu énormément d'animaux qui ont vécu et qui sont morts. Si les os se dégradaient pas, on se retrouvait avec le sol jonché d'os. Mais bien sûr, le sol dans les forêts, grâce à la pédofaune entre autres, et les bactéries que nous pouvons y trouver, ces os se font littéralement boustifailler, dégrader au cours du temps. Et au bout de quelques mois, voire quelques années, nous n'avons plus rien. Et ce qui s'est forcément passé avec de nombreux restes de stégosaures. Et donc, nos os de stégosaures, qui vivaient dans la deuxième partie du Mésozoïque, s'ils ne vivaient uniquement dans des zones forestières non propices à la fossilisation, on a peu de chances d'en retrouver des restes. Alors comment on peut en trouver? Et on en a quand même trouvé, donc s'ils vivaient que dans ces milieux-là, oui, exceptionnellement, un stégosaure pouvait mourir près d'un cours d'eau, près d'une zone propice justement à la fossilisation. Ou encore mieux, lors d'une grande catastrophe, par exemple une crue exceptionnelle, des inondations, des corps qui se retrouvent justement dans des zones forestières peuvent être charriés par des grandes quantités d'eau et se retrouver dans des deltas ou dans des zones de sédimentation. Et d'ailleurs, en Jacques, c'est ce qui s'est passé. Et oui, le site où on a trouvé Minmo et puis ce gigantesque Thuriasaure. On a trouvé Stégosaure aussi. Et en Jacques est un site où à l'époque, lorsque ces dinosaures se sont trouvés piégés dans le sédiment, c'était lors d'une catastrophe, une crue exceptionnelle. Donc là, ça marche. Mais cela fait partie d'une hypothèse pour expliquer le manque d'informations sur nos chers stégosaures. Alors, on va parler de l'anatomie générale. Alors justement, j'ai mis un petit dessin de Mazan
qui représente la faune d'Anjac-Charente. Et on a un stégosaure là-bas, et qui est relativement récent, et donc c'est intéressant d'avoir des nouvelles données grâce à cet animal. Donc quand les publications sortiront, bon, ça va peut-être un petit peu bouleverser la phylogénie, voire la vision qu'on a de ces animaux-là. Alors on va commencer par la tête. Je vous ai mis un petit dessin petite image du dinosaure et la vallée des merveilles, hein. Ça vaut bien la trilogie de Jurassic World. Alors, la tête. On parle toujours du quotient céphalique, et on a toujours cette vision de ce stégosaure avec un tout petit cerveau qui fait la taille d'une noix. Je sais pas c'est quelle noix, parce que ça fait quand même une grosse noix. Et parce que quand on regarde la taille d'un crâne de stégosaure, bon, c'est pas énorme, mais bon, quand on regarde la place que prend le cerveau, c'est pas non plus tout petit. Et quand on regarde les quotients d'encéphalisation, je vous ai mis des exemples de mammifères, mais je vous ai mis surtout le cladogramme qu'il y a sur le côté là de Hobson, et on voit que le stégosaurien, en termes de quotient céphalique, il est quand même vachement mieux loti que les ankylosaures, et puis que les sauropodes surtout. Donc cette vision d'un animal stupide parce qu'il a un petit cerveau, c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Ça date de Marsh, hein, donc ça date du 19e siècle. Et quand on fait des analyses plus sérieuses, on se rend compte que il y avait des dinosaures avec des cavités crâniennes bien plus petites. Ce qui s'est passé, c'est que chez Stegosaurus et Kentrosaurus, donc deux Stegosauria, on avait accès à l'endocrâne. Donc on a pu faire très tôt des moulages de l'endocrâne, contrairement à d'autres animaux, parce que à cette période, au 19e siècle, si on voulait faire on voulait connaître l'endocrâne, voilà, et puis l'emplacement du cerveau, fallait couper les os, fallait les casser. Et enfin, on va dire plutôt les couper, parce que les casser, ça veut dire qu'on peut pas les réparer. Donc on devait faire une coupe sur le fossile, alors que maintenant on a des matériaux comme les scanners, et qui permet de laisser le fossile intact et puis d'avoir des informations sur l'intérieur du crâne. Donc on est resté très longtemps avec très peu d'informations sur l'endocrâne des dinosaures, mais avec les informations sur Stegosaurus et Kentrosaurus, qui les ont classés parmi des animaux considérés comme idiots, en fait, parce qu'ils avaient une petite place pour leur cervelle dans leur crâne. Mais comme je vous dis, quand on regarde maintenant avec Stegosauria, enfin les ankylosaures et les sauropodes, on a quand même, voilà, c'est pas le dernier de la classe. Alors l'évolution du crâne, elle est très intéressante. On voit que on part sur un crâne avec beaucoup de dents chez les animaux les plus basaux, et puis après les dents disparaissent, et puis il y a la formation d'un bec corné qu'on appelle rhamphotech, et voilà, on a une réduction du nombre de dents. Alors vous allez voir que c'est assez intéressant, parce que le crâne devient aussi très gracile, et il devient tellement gracile qu'en fait, en termes de force pour mâcher, en fait la mâchoire est pas très puissante. C'est-à-dire que la mâchoire, elle est moins puissante qu'un humain. C'est-à-dire qu'on a un herbivore, et souvent les herbivores, ils ont des mâchoires avec des muscles très importants pour pouvoir mastiquer très longtemps. Là, on a une mâchoire relativement faible, et par contre, on compense avec un bec. Donc on suppose que cet animal arrachait les feuilles des plantes avec son bec, mâchait très peu, et puis il avait une digestion vraiment interne. Son corps était une vraie cuve à fermentation. Alors on a les fosses antéorbitaires en diminution, on a juste une fente, donc c'est le trou qui est entre l'œil et la narine, là, qui se trouve sur le crâne. Il y a aussi un petit problème, c'est que le crâne est relativement petit par rapport au corps, et chez les archosauriens, que ce soit les oiseaux, les crocodiles et les dinosaures, on fait évacuer le surplus de chaleur par la bouche. Et là, du coup, on a un animal qui est très volumineux au niveau du corps, et on a une toute petite bouche pour évacuer tout ça. Donc là, ça va nous emmener à plusieurs questions dont je vais tenter de répondre, notamment avec les ostéodermes, les plaques pour les stégosaures sur le dos. D'où le nom stégosaure d'ailleurs. Voilà. Donc on a un animal tout petit, enfin on a un animal dont la mâchoire n'est pas très performante pour mâcher. On a peut-être des problèmes d'évacuation de chaleur, et puis voilà, c'est assez bizarre d'avoir un herbivore qui n'est pas, qui n'arrive pas à mâcher correctement ses plantes. Au niveau du post-crânien,
Alors on va déjà parler du pied du stégosaure. Le stégosaure a un pied qui se comporte comme celui des sauropodes, contrairement à ce qu'on pensait avant. Et c'est-à-dire que c'est les métacarpiens, donc des os très très longs qui vont supporter le poids de l'animal, et les doigts et les phalanges et les griffes de l'animal en fait vont juste toucher le sol, mais sans servir d'appui en fait. C'est comment dire, c'est des animaux qui sont, c'est des cas de graviportalité, hein, on voit ça quand les animaux sont graviportaux. Et effectivement, tous les stégosauria, même les plus petits, qui font pas des poids extraordinaires, ont cette structure graviportale. Donc là, j'ai mis un pied de sauropode sur la gauche pour vous montrer un petit peu. On voit que le support du pied, enfin le pied supporte la masse de l'animal sur les métacarpes et pas sur les phalanges terminales. Donc les phalanges chez les stégosaures, c'est pareil, et les phalanges chez les stégosaures, c'est un petit peu pour faire joli. Mais ce qui soutient vraiment le corps, c'est vraiment les métacarpes et les métatarses. Donc on a un animal qui a vraiment le pied en colonne. Alors, on a une trace de juvénile, hein. Voilà, c'est une trace qui date du Crétacé, je crois. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on analyse cette trace-là en forme de cœur avec 3 petits lobes au lieu de 2, on a un animal qui, lui, s'appuie sur ses doigts quand il est petit, et donc on voit qu'il y a une insistance plus sur les doigts de l'animal, et donc on suppose avec la croissance de l'animal que l'animal devient de plus en plus graviportal et qu'il va plus s'appuyer sur ses métacarpes que sur ses phalanges. Donc ça se fait pendant la croissance. Malheureusement, comme je vous ai dit, on a très peu de juvéniles. On n'a pas de juvéniles, et puis on a très peu de subadultes. Donc cette variation de changement d'adaptation du pied, on la suppose uniquement par ce fossile que vous voyez sur la photo. Donc c'est quelque chose d'assez maigre. Tous les scientifiques sont pas d'accord sur ce sujet. Il y en a qui disent que d'ailleurs du coup cette trace de pas n'est pas un deltapodus, hein, donc une trace de pas de Stegosauria, puisqu'elle ne correspond pas justement à cette position graviportale. Donc il faudra en trouver plus pour savoir si justement les petits sont digitigrades, puis les animaux deviennent graviportaux avec l'âge. Alors on a quand même des adaptations morphologiques liées à l'alimentation. On voit que les pattes avant sont plus courtes que les pattes arrière, et ça permet à ces animaux-là d'avoir quelque part un gros ventre. Et comme je vous disais, c'est des animaux qui mastiquent peu les plantes, donc du coup, grâce à ce gros ventre, ils vont pouvoir avoir cette cuve à fermentation pour pouvoir digérer toutes les feuilles et les herbes qui sont pas mastiquées. Et on voit une adaptation au niveau du bassin. C'est ces grandes ailes sur l'ilion du bassin que je vous ai mis sur la droite. Et en fait, ces grandes ailes de l'ilion, hein, ces grandes protubérances de l'ilion, permettent de supporter des muscles pour élargir en fait le ventre. Donc c'était vraiment les stégosaures, c'est des barriques avec des pics et des plaques sur le dos. Donc voilà, ça a tendance à bien prouver la corrélation du fait que c'est des animaux qui mâchaient peu les plantes, qui les arrachaient justement avec le bec. On voit que les dents sont en réduction, et on voit que du coup effectivement c'était vraiment des cuves à fermentation. Au niveau du cou, on a une grande mobilité, hein, vers le haut et vers les côtés. Donc c'est un animal qui malgré sa petite taille pouvait se permettre d'avoir un rayon d'alimentation assez important, contrairement par exemple au Diplodocus qui lui ne pouvait pas trop lever le cou, au Brachiosaure qui pouvait pas trop aller sur le côté. Lui il avait même s'il était plus bas au niveau végétation, il pouvait radier tout autour de lui au niveau vertical et horizontal. Alors voilà, les ostéodermes, comme je disais, donc il y a le grand débat sur les ostéodermes, et on parlait d'évacuation de chaleur tout à l'heure. Les ostéodermes sont souvent des plaques ou des pointes, hein, puis on a des intermédiaires entre les deux. Et les plaques des stégosaures sont très vascularisées, donc on pense qu'il y avait une possibilité de thermorégulation. Sauf que chez les juvéniles qui sont connus, hein, les plaques sont petites, donc les plaques grandissent relativement tardivement. On peut supposer d'ailleurs que ce sont des caractères sexuels. Et du coup, la thermorégulation n'avait que de l'importance à l'âge adulte, donc c'est assez compliqué. Et quand on regarde quand on cherche à connaître le métabolisme des stégosaures, en fait, il y a très peu d'études, parce que justement, il y a très peu de fossiles, donc
on a peur de les couper, enfin pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'on a très peu de matériel, donc ça va peut-être s'arranger avec les nouvelles méthodes de scanner et 3D. Et donc du coup on a très peu de données, on calque un peu les données sur les ankylosauridés qui sont le groupe le plus proche des stégosauriens, et on estime que ce sont des animaux qui sont pas à sang, enfin je simplifie, qui sont pas à sang chaud, mais qui sont pas à sang froid non plus, qui sont un petit peu entre les deux. Voilà, on est entre le crocodile et les crocodiles et les mammifères en fait. Voilà, donc c'est pas un animal qui il va sûrement surchauffer par le surplus de chaleur externe, mais pas forcément par son métabolisme à lui. Donc il reste un problème, c'est-à-dire que là on va dire bon ben il y a évacuation par les plaques, mais il y a beaucoup de stégosauria qui n'ont que des épines, qui sont pas forcément vascularisées. Et effectivement cette hypothèse de vascularisation et d'échange thermique avec les plaques, ben ça marche que sur très peu de stégosauria, pas forcément sur tous les stégosauria. Donc ça reste encore à débat. Je pense qu'il va falloir trouver là des juvéniles pour pouvoir répondre à cette question, pour pouvoir voir l'évolution justement de ces plaques osseuses et voir si elles avaient vraiment une utilité dans la thermorégulation. Alors, on m'avait demandé déjà sur Fossil Vous ce que j'allais parler du tagomizer, ou du tagomiseur en français, hein. Et quoique ce terme n'existe pas, hein, c'est un néologisme. Donc le tagomizer, le nom a été inventé par Gary Larson dans un de ses dessins animés Far Side, où il fait un peu une caricature du monde de la préhistoire et de la paléontologie. Et donc on voit des hommes préhistoriques, des hommes des cavernes qui montrent des diapositives et qui montrent la fameuse arme du stégosaure, hein. Et cette arme a été nommée en hommage à Tag Simons, et donc tagomizer, voilà. Et du coup, on se pose quand même la question, est-ce que ça a vraiment été utilisé? Ah ben oui, on a quelques preuves, c'est un élément qui est souvent cassé et qui se cicatrise aussi, donc on voit que si ça se casse et que ça se répare, c'est qu'il y a une forte utilisation de ces ostéodermes, hein. Ce sont pas des protubérances des vertèbres de la queue, ce sont vraiment des ostéodermes en forme de pointe. Et puis on a des spécimens d'allosaures blessés avec des marques typiques qu'aurait pu donner le tagomizer pendant une attaque. Et oui, Julien, nous avons véritablement une preuve comme quoi ces épines caudales étaient véritablement une arme chez Stegosaurus. Puisqu'une étude et une publication de Kenneth Carpenter, paléontologue états-unien spécialiste des dinosaures, intitulée Evidence of Predator-Prey Relationship, excusez-moi pour mon accent, cette étude nous montre une vertèbre caudale d'Allosaurus fragilis qui aurait été perforée par une épine caudale de Stegosaurus. Rien que ça. Alors bien sûr, oui, selon l'étude, il est fort probable que ce soit une épine de stégosaure. Vu l'inclinaison, vu la taille de la perforation, ça correspond à une épine de stégosaure. Même si à 100% on ne peut pas être sûr. Est-ce qu'il aurait fallu retrouver l'épine dans la vertèbre? Il est fort probable que ce soit dû à une épine de stégosaure. Et d'ailleurs, nous avons la preuve, et d'ailleurs dans cette étude, Kenneth Carpenter nous le prouve, que Allosaurus a boustifaillé ou au moins mordu dans du stégosaurus. Puisque nous avons des morsures, des traces de morsures sur des plaques dorsales de stégosaures. Ces morsures correspondent aux arcs dentaires des mâchoires d'Allosaurus, au niveau taille et aussi courbure. Donc, Allosaurus a bien boustifié du stégosaure. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a une au moins où ça s'est cicatrisé. Donc, l'allosaure a attaqué cet animal alors qu'il vivait encore. Donc, il y a véritablement une relation entre proie et prédateur, entre Stegosaurus et Allosaurus. Et j'ai pas besoin de vous dire lequel est la proie et lequel est le prédateur. Alors voici une illustration d'Alain Beneteau avec un Stegosauria et qui blesse un Allosauridé, et voilà à quoi ça aurait pu donner. Ce que ça aurait pu donner, pardon. Alors justement, on va parler de la mobilité de la queue.
Et les études biomécaniques montrent que il y a une queue vraiment très très mobile. Hein. Il pouvait peut-être limite se gratter les flancs avec sa queue. Et on voit que contrairement à beaucoup de dinosaures comme le T-Rex ou les iguanodons, la queue n'a pas de tendons ossifiés. Les tendons ossifiés sur la queue ont tendance à rigidifier l'ensemble de la queue pour qu'elle soit bien droite et qu'elle soutienne son propre poids. Et du coup, quand on a des tendons ossifiés, on a une queue bien dressée, mais on ne peut pas la bouger de gauche à droite. Alors que le stégosaure, il a besoin d'avoir une queue bien dressée, mais qui puisse la bouger de gauche à droite. Alors ce qu'on va voir, c'est que là, je vous ai mis différentes vertèbres du corps d'un stégosaure sur le côté, et on voit que chez les dorsales les plus proches du bassin, on a la partie du vertèbre qui s'appelle le pédicule, voilà, qui est très allongée. C'est la petite barre bleue que j'ai mis avec une petite flèche. Et du coup, ce pédicule, comme il est très allongé, il permet de soutenir la queue en l'air, mais comme il n'y a pas à la place des tendons ossifiés, mais du coup, ça permet à cette queue de pouvoir se déplacer de gauche à droite. Donc voilà, c'est une morphologie typique des stégosaures qu'on ne retrouve pas chez les autres dinosaures. C'est un allongement du pédicule, et souvent quand on veut un allongement des vertèbres, un aplatissement des vertèbres dans ce sens-là, c'est plutôt l'apophyse tout en haut du corps, tout en haut de la vertèbre qui s'allonge. On peut voir ça chez les stégosaures, chez les iguanodontidés, chez les iguanodontidés ou les sauropodes, mais voilà, elle reste relativement petite chez les stégosauria au niveau de la queue. C'est vraiment la partie pédiculaire de la vertèbre qui permet ce mouvement-là. Donc c'est une vertèbre typique d'un stégosaure. Si vous trouvez une vertèbre comme ça, vous êtes à peu près sûr que c'est un stégosaure. Alors, on a supposé aussi que par rapport à la musculature de la queue, il pouvait supporter son poids, il pouvait servir de trépied, un peu à la façon des kangourous, et se lever sur ses pattes avant. Alors ça semble très étonnant, mais ça fait plutôt consensus dans les publications que j'ai lues, donc voilà. Cette illustration de James Gournay, qui est connu pour ses dessins de Dinotopia, qui sont assez délirants quand même, mais très sympathiques. Là, on a quelque chose de relativement réaliste. Peut-être à part, comme je disais, là, les doigts qui sont un peu terminaux et qui laissent supposer qu'ils supportent le corps de l'animal, mais sinon, c'est une illustration relativement correcte. Alors, on va revenir sur le dimorphisme sexuel, puisque j'ai dit qu'il n'y avait pas de dimorphisme sexuel, mais du coup, on a quand même fait des recherches, et il y a Evan Saita qui, lui, a supposé qu'il y avait un dimorphisme sexuel lié aux plaques, à la forme des plaques, puisqu'on trouve des plaques différentes sur les mêmes sites, par exemple le fameux site de la formation de Morrison où on trouve des stégosaures, et selon la forme des plaques, on peut déterminer si c'est un mâle ou une femelle. Après, il y a la forme aussi du sacrum, et du coup, on suppose que ce sont que des suppositions. Ce dimorphisme en fait concerne les femmes et les hommes, enfin les femelles et les mâles, et donc malheureusement ça fait pas consensus. Et parce qu'on n'a pas assez de matériel encore sur ces animaux-là. Donc du coup, ça reste encore une hypothèse qu'il faudra étayer, et faudra trouver des spécimens de stégosaures. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le stégosaure d'Anjac est assez intéressant, parce que c'est des données en plus. À chaque fois qu'on grignote qu'on trouve des stégosaures, c'est des données qu'on peut transformer en statistiques pour avoir des nouvelles informations. Donc là, voilà, le dimorphisme sexuel porte toujours à débat chez les stégosaures. Alors que c'est étonnant, on est à peu près certain que ces plaques-là, si elles ne servent pas, et les épines, si elles ne servent pas à la thermorégulation ou à la défense, c'est typiquement dans le règne animal ce qu'on peut trouver comme caractère sexuel. Mais malgré cela, on n'arrive pas à déterminer encore si c'est des mâles ou des femelles par rapport à ces caractères. Alors, je vais vous présenter quelques stégosauriens un petit peu emblématiques, parce que bon, il faut quand même voir de quel type d'animaux on parle. J'en ai pas choisi beaucoup, mais j'en ai choisi des vraiment très spécifiques. Donc forcément, je parlerai pas du stégosaure, parce qu'il est très connu, puis là, la plupart des données
que j'ai utilisé concerne le stégosaure, et je parlerai pas non plus du Kentrosaurus, puisque c'est le même cas, ce sont les deux dinosaures les plus connus sur lesquels on a le plus de données, donc je vais vous montrer d'autres animaux. Alors, on a Huayangasaurus, qui vient de Chine. Alors c'est un petit stégosaure pas très grand, qui fait à peu près 4 mètres de long, et il est connu par un squelette partiel, mais il est surtout connu par son crâne, qui est relativement massif, large, qui fait penser limite à un ornithopode, et du coup c'est très intéressant comme crâne, puisque c'est ce genre de crâne qui nous a permis de voir la transition morphologique avec des stégosauria basaux vers des stégosauria beaucoup plus spécialisés, même si on voit que le crâne, en fin de compte, en termes de mastication, devient de moins en moins spécialisé. Donc on peut voir, grâce à ce crâne-là, l'évolution du crâne vers des crânes très basaux, jusqu'à des crânes beaucoup plus dérivés. Alors on a Gigantospinosaurus qui, lui a des grandes épines scapulaires qui sont très très grandes, et en fait quand on a découvert les premières épines scapulaires de cet animal, on se dit qu'il était vraiment immense, mais en fait non, c'est juste ces épines scapulaires qui sont grandes, et l'animal n'est pas plus grand que ça non plus, hein. Ça pouvait sûrement servir de défense. Donc la position est encore incertaine, hein. Vous voyez, A ou B, on ne sait pas trop comment ça se positionne. Je pense que c'est un petit peu plus vers le haut pour la défense, hein, parce que les attaques viennent rarement vers le bas pour des gros animaux. Donc voilà, Gigantospino qui a voulu montrer ses petites ailes à tout le monde. Alors je crois que ça doit être l'un de mes dinosaures préférés, après le magret de canard et les martinets, hein, qui sont les dinosaures les plus étonnants qui existent. Mariaga longicolum, donc longicolum ça veut dire le cou long, hein, c'est très facile. Et donc chez les stégosaures, on a un cou, comme je disais tout à l'heure, mobile mais relativement court. Et lui, en fait, c'est un dinosaure du Jurassique moyen du Portugal, et il a subi ce qu'on appelle une cervicalisation. Ça veut dire qu'on a le nombre de vertèbres qui se multiplie, hein, voilà. C'est un animal qui a environ 17 vertèbres, c'est plus que la plupart des sauropodes, et plus que les stégosauria normalement, puisqu'il a subi cette cervicalisation. Et contrairement aux sauropodes, par contre, les vertèbres ne sont pas allongées. Le fait que les sauropodes ont un cou très très long, c'est surtout l'allongement de ces vertèbres. Bon, le nombre aussi, parce que voilà, ils en ont pas mal. Mais là, on voit que l'allongement du cou de cet animal, c'est vraiment par la cervicalisation, c'est-à-dire par le nombre de vertèbres. Et du coup, c'est un animal qui est assez atypique, hein. C'est un peu un mélange entre un petit stégosaure, un grand stégosaure et un petit sauropode. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit le site sur lequel on trouve l'animal, on a d'autres stégosauridés, et puis on a des très grands sauropodes comme le Thuriasaure. Et du coup, on suppose que cet animal-là avait une écologie entre les stégosaures et entre les grands sauropodes. C'est-à-dire que les grands sauropodes mangeaient les herbes les plantes en hauteur, hein. Le Thuriasaure, c'est quand même un animal qui fait, on estime, à 35 mètres de long, qui avait pas un cou comme un brachiosaure, mais pas non plus comme un diplodocus, donc qui se nourrissait facilement à 6-7 mètres de hauteur. Et les stégosauridés qui devaient pas plus dépasser 2 mètres de hauteur avec leur flexibilité de cou, hein. Là, on a un animal intermédiaire qui pouvait, je suppose, manger les plantes beaucoup plus hautes. Donc voilà, il a comblé une niche écologique en allongeant son cou. Voilà. Alors là aussi, c'est très intéressant, puisque on retrouve cet animal chez les, en sympatrie avec des Thuriasaures, donc des grands sauropodes, et c'est les mêmes Thuriasaures, enfin le même grand groupe de Thuriasaures qu'on retrouve à Anjac-Charente. Donc du coup, quand on aura des fossiles des restes plus complets du stégosaure d'Anjac-Charente, je pense qu'il sera assez pertinent de faire la comparaison avec cet animal pour voir si il y a une diversité écologique très importante entre les faunes ibériques de la fin du Jurassique et du début du Crétacé et les faunes françaises de cette même période. Donc voilà, c'est encore, comme je vous disais, un animal très intéressant, et puis il est relativement complet. On a tout l'avant du corps, c'est quand même relativement important, et c'est relativement rare chez les stégosauria, donc on va pouvoir faire une
une bonne étude de cet animal et voilà, avoir plus de données pour ce groupe. Et voici le dernier représentant que j'ai voulu présenter, c'est Dravidosaurus, donc qui est le dernier Stegosauria connu, hein, qui est connu aux Maastrichtiens. Et en fait, il est très petit. Au début, on avait confondu ces restes avec des restes de plésiosaures. Puis ils ont été réétudiés, et puis on s'est rendu compte que non, c'était un petit stégosaure, voilà, qui ne devait pas faire plus de 2 mètres de long. Et ce qui est intéressant, c'est que on l'a trouvé en Inde. Et comme je disais tout à l'heure, l'Inde était une île à l'époque, une grande île, et on s'est demandé si du coup c'était pas du nanisme insulaire. Et en fait, c'est un petit peu embêtant parce que dans les sites où on a trouvé Dravidosaurus, on retrouve des grands sauropodes. On retrouve des animaux qui ont des. Alors, c'est une formation, on trouve surtout des fossiles fragmentaires. Hein, on ne trouve pas de squelette complet. Et là, on a cet animal-là qui est en fait associé à des faunes de taille raisonnable, hein, de taille identique à celle des grands continents africains ou asiatique, et donc du coup c'est un animal de petite taille mais qui n'a pas subi un nanisme insulaire. Ça doit être une niche écologique qu'il a dû combler. Donc voilà, on peut trouver on a cette preuve ici que Dravidosaurus montre bien qu'on peut avoir des animaux de petite taille sur une île sans que ce soit lié à du nanisme insulaire. Alors, en conclusion, on va voir que les stégosaures, en fait, ils apparaissent un peu comme une masse de contradictions, c'est-à-dire c'est des mâcheurs qui ne savent pas mâcher, c'est des animaux qui affichent supposément des caractères sexuels, mais dont il n'existe pas vraiment de preuves. En termes de métabolisme, c'est assez compliqué. Les comportements grégaires sont difficiles à mettre en évidence, puisqu'on en connaît, on doit connaître plus d'une trentaine d'espèces ou de genres de stégosaures, mais on a pu voir ça que chez une espèce de stégosaure. Et puis jusqu'à très rarement, on connaissait pas la position exacte des plaques sur le corps des stégosaures, hein, c'était une supposition. Et donc du coup, comme je disais, tout ce qui apparaît comme contradictoire chez cet animal, en fait, c'est pas de sa faute, c'est plutôt qu'on a très peu de connaissances sur eux. Comme il y a très peu de fossiles, ils sont relativement peu étudiés. Et donc du coup, le fait qu'on ait peu de fossiles et qu'ils soient peu étudiés, c'est peut-être cela qui fait qu'on a peu de données sur ces animaux-là. Alors, j'écris conclusion, mais c'est pas fini. On va parler un petit peu des légendes et curiosités, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ces animaux, et puis qu'on l'avait dit, hein, c'est des idées reçues qui ont plus d'un siècle, et puis les gens en parlent encore continuellement. Et donc là, on va en traiter quelques-unes. Et justement, en termes de légendes et de curiosités, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube Graines de Savoir. Et on a fait une vidéo avec Ronan Alain et Guy Emmanuel où ils présentent ces deux jouets. Donc un stégosaure actuel, enfin avec les représentations actuelles, et l'une des toutes premières représentations de stégosaure que vous avez à droite, avec des plaques osseuses au niveau du pubis, des épines qui sont pas au bout de la queue mais un peu partout. Et donc je vous invite à voir cette vidéo, elle est vraiment très intéressante. On peut voir un peu ainsi l'évolution morphologique des stégosaures à travers le temps. Là on a justement cette évolution morphologique avec ce dessin de Mario Lanzas, où on passe des premiers stégosaures où on mettait tout et n'importe quoi n'importe où, hein, les pics sur le dos, les plaques sur la queue, puis une version, on va dire, un peu fantasia, hein, du 19e siècle, avec cette vision très reptilienne des dinosaures, avec la queue qui touche par terre, et puis ce côté, oui, voilà, très ventru, et puis les versions un peu plus modernes, avec ces animaux qu'on sait maintenant érigés sur leurs bancs. Alors on parle aussi souvent des stégosaures avec leurs deux cerveaux. Vous voyez, j'ai mis sur l'image de droite deux gros cerveaux, hein, celui du stégosaure et puis celui de monsieur Stéphane Jay Gould. Je vous invite à aller lire tous les livres de Stéphane Jay Gould, ils sont merveilleux. Même son livre. Alors je parle surtout des livres de vulgarisation, hein, parce qu'il y a son fameux
sa fameuse théorie des équilibres ponctués qui a été remise en cause mais qui reste intéressante, hein, ça s'appelle l'histoire des sciences, donc je vous invite quand même à lire tout ça. Mais voilà, il a fait très beaux livres comme Le pouce du panda ou La foire aux dinosaures, Que Darwin soit, voilà, donc je vous invite à lire les écrits de ce monsieur. Alors, on va revenir aux deux cerveaux, et on a une idée reçue sur ce cerveau qui vient de Marsh, parce que Marsh, en étudiant le stégosaure, il s'est rendu compte qu'au niveau du bassin, il y avait, comment dire, ce centre nerveux au niveau du bassin qui était 20 fois plus volumineux que le cerveau. Et c'est vrai que chez les animaux actuels, comme chez nous ou chez les éléphants, on a un renflement nerveux au niveau du bassin, et ça permet un meilleur contrôle des jambes. Donc, vu que là, le renflement était énorme, du coup, il a fait une supposition assez rapide en disant que voilà, c'est un passage nerveux dit nerf, dit système nerveux, donc il a simplifié, et puis il a dit que il avait un deuxième cerveau plus gros que le premier, qu'il était plus intelligent du derrière que de l'avant. C'est un peu dommage, hein, parce qu'on sait très bien que la structure au niveau de la structure nerveuse à ce niveau-là n'est pas organisée comme celle d'un cerveau, donc elle pourrait être 100 fois plus grosse, elle ne serait pas, ça serait pas un cerveau en fait. Donc voilà, c'était un peu quelque chose d'assez... C'était de la fabulation, on va dire, un petit peu de la part de Marsh, mais en même temps, on vous souvenez, il était en pleine guerre des eaux avec Drinker Cope, et donc du coup, ce genre d'affirmation permettait un petit peu de se mettre en valeur. Il faut faire de la science, hein, faut pas non plus faire du spectacle. Bon, ça arrive encore aujourd'hui en paléontologie, mais bon, il faut se battre contre ces idées-là. Donc, le stégosaure, il a un renflement nerveux plus important au niveau du bassin, mais ce n'est pas du tout un deuxième cerveau. Et son cerveau n'est pas si petit que ça, comme j'ai dit tout à l'heure, et est vraiment adapté à sa taille. Alors, toujours Marsh, hein, c'est bien occupé du stégosaure. Dans ses premières descriptions, voilà comment il avait représenté le stégosaure. C'est-à-dire que les épines, il en avait mis un petit peu partout, et puis il avait mis les plaques osseuses, les ostéodermes façon pangolin. Donc du coup, on a quelque chose de très carapacé qui fait penser aux ankylosaures. Après, ça c'est relativement excusable. Bon, à part les épines, parce qu'il en a mis partout et qu'on n'en retrouve pas autant. Mais vous allez voir qu'il a encore fait des choses avec les épines, Marsh. Mais au niveau des plaques, justement, elles sont pas reliées au squelette. C'est des ostéodermes, hein, comme chez les crocodiles. Et donc du coup, pour savoir comment les placer, il fallait étudier la structure de la base, tout ça pour voir s'il y avait des insertions musculaires sur la base. Puis même si on n'en trouve pas non plus, on ne sait pas trop comment les placer. Et donc du coup, pour la paléontologie naissante, c'était assez compliqué de pouvoir placer ces plaques vraiment érigées. Et donc, c'est pas tout à fait déconnant de mettre ces plaques, en forme de carapace. Par contre, ce qui est assez déconnant, c'est que c'est quand on voit le nombre de plaques qu'il a utilisées, c'est-à-dire que il a eu les grandes plaques du stégosaure parce qu'ils existent, mais il en a inventé plein de petites pour pouvoir compenser le reste du dessin. Alors il aurait pu dire que ouais, celle-là était kératinisée, donc du coup elles ont disparu et puis que c'était pas vraiment osseux. Mais voilà, donc le stégosaure, dès le départ, les reconstitutions étaient assez rocambolesques. Alors après, plus tard, on a eu, quand on a pu replacer un peu plus correctement les plaques du stégosaure, on a eu des stégosaures planeurs. Alors, attention, j'en parle juste parce que cette image, elle tourne un petit peu de temps en temps sur le net, on en rigole, et j'ai voulu vous montrer d'où elle vient. Donc c'est un écrivain, et journaliste qui s'appelle Balou, et en 1920, il dit que les plaques de stégosaure sont faites pour planer. Alors, il dit aussi que l'homme est apparu après les dinosaures, mais l'illustrateur de la revue Podgen Standard Examiner de l'Utah, il a décidé de mettre des humains aussi avec le truc, hein, ça reste toujours aussi drôle. Et en fait, Balou, en fait, il avait estimé que les stégosaures étaient le père de tous les oiseaux, et notamment sur la forme du bassin. Et parce qu'effectivement, cette famille appartient à la famille des ornithischiens, qui veut dire bassin d'oiseaux, parce que leur bassin fait penser à ceux des oiseaux. Alors que c'est intéressant parce que les oiseaux, vous le savez tous,
sont de la famille des saurischiens et c'est une évolution du bassin qui donne cette morphologie typique aux oiseaux. Donc en fait, cette analyse d'anatomie comparée, elle est assez intéressante, hein, puisqu'on aurait pu effectivement chercher l'origine des oiseaux chez les ornithischiens, mais je pense pas qu'on puisse faire d'analogie entre les ostéodermes des stégosauriens et la transformation des membres des oiseaux en ailes. Hein. Là, c'est un petit peu délirant. Donc voilà d'où vient cette illustration, en fait, cette idée de stégosaure planeur. Ça vient d'un écrivain et journaliste et non pas de scientifique. Il n'y a aucun scientifique qui, au début du XXe siècle, supposait que les stégosaures pouvaient planer avec leurs ostéodermes. Et puis, on va trouver des stégosaures à 8 pointes. Alors ça va être sur des anciennes illustrations. Et ça, c'est tout simple. C'est juste que Marsh, il a utilisé plusieurs stégosaures, il les a mélangés, et puis du coup, 8, un double tagomizer, c'était plutôt sympa. Mais c'est pas du tout cohérent, donc... on va retrouver ça sur des anciennes illustrations. Alors c'est intéressant sur des anciennes illustrations parce que on va avoir un petit peu l'histoire des sciences qui sera imprimée sur ces anciennes illustrations. Par contre, il faudra faire attention pour les prochains paléoartistes de bien faire sur un stégosaurus vraiment un tagomizer avec 4 pointes et pas 8. Voilà. Alors, j'en ai fini ici. Je vous remercie beaucoup. Voilà, c'était une conférence relativement courte. Et comme je disais, les Stegosauria, c'est un groupe dont on connaît peu de fossiles, dont on fait beaucoup de suppositions, dont les choses sont relativement difficiles à vérifier justement par le manque de fossiles. Donc c'est un groupe qui mériterait qu'on réétudie vraiment leurs os, leurs fossiles, et puis qu'on en trouve un petit peu plus pour avoir des données plus solides. Je vous dis à ciao. Merci Julien pour cette vidéo, ça a été un plaisir de contribuer à y mettre mon petit grain de sel au sein de cette vidéo. Et bien sûr, si vous voulez encourager la chaîne Graines de Savoir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager les vidéos si en plus vous avez aimé le contenu. Et en plus, si vous voulez nous soutenir financièrement, vous avez le compte Tipeee disponible. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout que la curiosité soit avec vous à tout jamais.